Je suis maître de conférence en géographie à l'Université de Savoie-Mont-Blanc et donc je suis enseignant-chercheur attaché au laboratoire EDITEM, qui est une unité mixte de l'Université de Savoie, du CNRS et du ministère de la Culture et de la Communication. Et donc je vais vous présenter en, disons, une heure ce qu'est justement la cryosphère. Donc derrière, disons, cette citation, ce clin d'œil à une réplique célèbre du cinéma français. Du coup, c'est un peu lourdingue, évidemment, quoi. Mais il s'agira de vous expliquer justement ce qu'est la cryosphère, qui n'est pas un terme tellement utilisé jusqu'à maintenant en France, mais qui commence à l'être de plus en plus. Et puis, je dirais, avec la neige qui est arrivée depuis quelques jours, finalement, on se retrouve un peu dans l'ambiance de ce que l'on attend normalement de cette période de l'année. Donc, un état de la cryosphère sur notre planète en un petit peu plus d'une heure, un petit peu moins d'une heure, on va voir cela. Alors, qu'est-ce qu'est cette cryosphère ? Eh bien, elle est constituée de différents éléments. Bien sûr, la neige, j'y faisais allusion il y a un instant, couverture nivale, les glaciers de montagne, comme ceux qui sont représentés sur cette photographie du bassin de la mer de glace, avec le Mont Blanc en arrière-plan à droite, mais également les grandes calottes glaciaires qui recouvrent et le Groenland et l'Antarctique, que l'on appelle les Inland Seas. Vous avez ici une photographie d'un lac à la surface de l'Inland Seas du Groenland. C'est également la banquise, la glace de lac, c'est-à-dire la glace qui se forme à la surface de l'eau libre, et qui caractérise évidemment en particulier les hautes latitudes. Et puis c'est le permafrost, contrairement aux autres éléments de la cryosphère, eh bien, on ne le voit pas sur cette image parce que le permafrost c'est un état thermique. On parle également de pergélisol en français. Le terme permafrost s'impose de plus en plus dans le vocabulaire courant. Ce permafrost est un état thermique, c'est-à-dire toute portion de la surface terrestre, qu'elle soit rocheuse ou constituée de débris rocheux, de dépôts à la surface de la Terre, qui présente une température négative pendant au moins 2 années consécutives. Et là, par exemple, les parois rocheuses que vous voyez sur cette image eh bien, sont caractérisées par une température négative. Si on mettait un thermomètre dedans, c'est ce qu'on fait d'ailleurs dans notre laboratoire, eh bien, on constaterait que la température moyenne annuelle y est inférieure à 0 degré. Alors, où se situe cette cryosphère à la surface de la Terre ? Eh bien, vous le voyez sur cette représentation éclatée du monde, avec l'Antarctique à l'extrême gauche sur cette image, et puis l'essentiel des terres de l'hémisphère nord, plutôt sur la partie de droite. Toutes les parties colorées correspondent à l'un des éléments de la cryosphère que je viens de présenter. Vous le voyez, à l'exception donc d'un continent comme l'Afrique ou de l'essentiel de l'Amérique latine, mais également de l'Australie, eh bien, une bonne partie des continents sont intéressés par la présence de cette cryosphère. Vous avez ici quelques données chiffrées, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous le voyez, cela concerne des superficies qui sont parfois très vastes, en particulier pendant la saison qui est la plus favorable à la cryosphère lorsque celle-ci se décline de manière saisonnière. Vous voyez par exemple la neige dans l'hémisphère nord, HN, hémisphère nord. Sa superficie, elle varie entre 2 millions de kilomètres carrés, donc 4 fois la France, jusqu'à 45 millions de kilomètres carrés. Donc évidemment, les 45 millions, c'est au cœur de l'hiver, quand l'hiver est un peu plus enneigé que celui que nous avons eu jusqu'à maintenant. Donc la superficie couverte des continents, là encore dans l'hémisphère nord, eh bien, pendant cette période hivernale, c'est près de la moitié de l'hémisphère nord qui se trouve être, du point de vue de sa superficie continentale, recouverte par la neige. La banquise, vous le voyez, là encore, elle est variable en fonction des saisons, mais ce sont plusieurs dizaines de millions de kilomètres carrés qui sont concernés. Et puis vous le voyez, 15 millions de kilomètres carrés pour les grandes calottes antarctiques et du Groenland et un demi-million de kilomètres carrés pour les glaciers de montagne, ceux qui figuraient sur la photographie d'introduction, qui était une partie de la mer de glace. Donc en gros, la superficie de la France entièrement recouverte par des glaciers de montagne. Et puis, autre élément majeur, et d'autant plus difficile à percevoir que, je le disais, il est invisible à l'œil en tout cas, eh bien, c'est le permafrost, dont vous voyez qu'il concerne près de 1/4 de la superficie de l'hémisphère nord, la superficie continentale de l'hémisphère nord. Donc au total, si l'on tient compte des variations saisonnières, eh bien, vous le voyez,
Cette cryosphère concerne entre 60 et 110 millions de kilomètres carrés à la superficie du globe, superficie continentale et océanique pour la banquise. C'est donc évidemment tout à fait considérable, même si dans nos régions, cette prégnance de la cryosphère est évidemment moins nette qu'aux hautes latitudes. Alors, le premier élément que j'exposerai concernant cette cryosphère, eh bien, c'est la banquise. Et vous savez tous, parce que les médias s'en font l'écho, que cette banquise est en train de se réduire. On va examiner un petit peu la manière dont les choses se passent. Il y a des variations de la banquise arctique, et je vais plutôt focaliser sur la banquise arctique qui nous concerne, disons, au premier chef, en particulier du point de vue des courants océaniques. Il y a des variations saisonnières de cette banquise arctique, vous le voyez sur cette image, à gauche en mars, donc au cœur de l'hiver, à la fin de l'hiver, et puis à droite en septembre, donc à la fin de l'été, vous le voyez, l'englacement représenté donc en bleu sur cette vue polaire sur l'océan glacial arctique est évidemment très variable d'une saison à l'autre, ce qui est évidemment attendu. Ce qui l'est moins, ce sont les variations d'une année à l'autre de cette superficie de la banquise. Vous avez ici deux représentations à 30 ans d'écart, à la fin de l'été, encore une fois. Et vous voyez donc ce qu'était l'extension en septembre 1982 et ce qu'était l'extension en septembre 2012. Vous le voyez, la diminution est tout à fait considérable. Alors j'ai pris ces deux exemples extrêmes, mais on va le voir, il y a une tendance lourde à cette diminution de la superficie de la banquise à la fin de l'été. On est donc passé d'un peu plus de 7 millions de kilomètres carrés à un peu plus de 3 millions de kilomètres carrés en 30 ans. C'est ce que confirment ces courbes qui vous montrent ce qu'est l'extension de la banquise jour après jour pour les différentes années qui sont représentées ici en couleur. Donc on part du 1er janvier à gauche jusqu'au 31 décembre à droite. Vous avez dans la partie qui est représentée en gris l'enveloppe des variations de cette extension de la banquise pour la période 1979-2006. Et puis les courbes en couleur, eh bien, elles représentent l'extension de la banquise depuis 2006. Et vous le voyez, en particulier pour la période estivale, qui est donc le creux bien marqué ici, entre 6 et 3 millions de kilomètres carrés selon les années, eh bien, l'extension a toujours été plus réduite ces dernières années que sur la période précédente. C'est moins vrai pour la période hivernale, vous le voyez, les variations de l'extension en hiver sont faiblement marquées. Certaines années sont un peu exceptionnelles, mais globalement, elles se tiennent dans la moyenne, ce qui n'est pas du tout le cas de l'extension estivale. On peut représenter cette rétraction de la banquise arctique par cette courbe qui finalement ne fait que reproduire une information qui était contenue dans la figure précédente et qui vous montre la tendance donc à la réduction à la fin du mois de septembre ici à chaque fois, enfin plus exactement au 1er septembre, donc au début du mois de septembre. La réduction donc régulière, je dirais, hormis évidemment les variations qui peuvent être observées d'une année sur l'autre, la réduction régulière qui s'opère de cette superficie de la banquise. En gros, on était à la fin des années 70 à un peu plus de 8 millions de kilomètres carrés à la fin de l'été. Et là, maintenant, on se retrouve plutôt aux alentours de 5 millions en moyenne, avec des creux, comme par exemple le creux de 2012, dont on a parlé il y a un instant. Il est une banquise qui, elle, n'est pas soumise au même régime, c'est la banquise antarctique. On a moins de données sur cette banquise antarctique, mais ce qui apparaît sur les 25 années qui sont ici comptabilisées, c'est une extension de la banquise, faible certes, mais un peu plus de 1% pour chaque décennie, ce qui est évidemment un contraste marqué par rapport à ce que l'on observe pour la banquise arctique. Alors non seulement la superficie de cette banquise se réduit, mais son épaisseur également. Et on s'attend évidemment à ce type de relation, son épaisseur diminue. C'est ce que nous montrent ces deux vues ici de l'hiver 2003 et de l'hiver 2008. Alors les couleurs, le bleu très foncé représente la banquise dont l'épaisseur est inférieure à 1 mètre, et le blanc, au contraire, représente la banquise dont l'épaisseur est supérieure à 4 mètres. Donc vous voyez déjà que les épaisseurs sont faibles de toute façon. La banquise, c'est vraiment une pellicule de glace à la surface de l'océan. Et ce que vous constatez sur l'image de droite, l'hiver 2008, eh bien, c'est que l'épaisseur de la banquise inférieure à 1 mètre, couleur bleu foncé, devient très très importante en extension par rapport à ce que l'on observait 5 ans auparavant. Ce n'est pas un effet accidentel, j'aurais choisi un hiver plutôt favorable et un hiver plutôt défavorable. Ici, vous avez l'évolution en moyenne annuelle de l'épaisseur donc
de la banquise entre 1980 et 2012. Et ce que vous constatez, c'est que si jusque dans les années 90, disons, l'épaisseur est restée à peu près stable, quelques variations évidemment annuelles, eh bien c'est une véritable dégringolade qui s'est produite depuis. Et si l'on prend les 12 dernières années, eh bien la banquise a perdu en moyenne 65 cm sur cette période d'un peu plus d'une dizaine d'années. Ce qui est évidemment tout à fait considérable, puisque vous voyez que l'épaisseur moyenne de la banquise est aujourd'hui de 1,40 m. Donc on a une perte qui est tout à fait considérable par rapport à la valeur de cette épaisseur. On peut également s'intéresser à l'âge de la banquise. Ce n'est pas l'âge du capitaine ici, mais c'est l'âge de la banquise. Alors, toujours pour les mêmes périodes, vous voyez qu'on a quand même beaucoup de données maintenant, eh bien, est représentée en mauve la banquise qui a moins d'1 an, c'est-à-dire la banquise qui s'est reformée à l'issue de la saison d'été. Et puis les autres couleurs vous montrent la banquise qui est un peu plus âgée. Qu'est-ce que l'on observe? Eh bien, la banquise qui est de plus d'1 an, celle qui a résisté en quelque sorte à l'été, eh bien, elle couvrait presque la moitié de la superficie de la banquise en 1986. En 2008, c'était le 5e de la superficie de la banquise seulement qui était âgée d'un peu plus d'1 an. Donc, on voit là encore les effets donc, de cette rétraction de la banquise. Quel que soit l'indicateur, en quelque sorte, extension en superficie, épaisseur ou âge, eh bien, tous les éléments, évidemment, convergent pour mettre en évidence cette évolution actuelle de la banquise. Quelle est l'évolution future que l'on peut envisager pour la banquise? Eh bien, là encore, beaucoup de travaux ont été réalisés. Vous avez ici, dans la partie supérieure, la banquise de l'océan glacial arctique, et puis celle centrée donc, sur l'Antarctique dans la partie inférieure de l'image. Alors, vous avez dans la colonne de gauche la situation à la fin de l'hiver, et la colonne de droite la situation à la fin de l'été. Qu'est-ce que l'on observe? Je ne vais pas décrire cela en détail, mais si vous regardez les couleurs, globalement, pendant l'hiver, il n'y a pas de très gros changements. Vous le voyez, ce qui domine, c'est cette couleur un peu kaki qui correspond à l'extension, disons, actuelle de la banquise, donc pas de gros changements. Par contre, en été, si la banquise antarctique en bas à droite ne se modifie que très peu, eh bien, ce n'est pas évidemment le cas pour la banquise arctique. Et vous le constatez, la couleur noire est dominante, avec des variations donc, qui sont de l'ordre de 40 à 50% de perte par rapport à la situation actuelle à la fin donc, du XXIe siècle. Les travaux récents qui sont postérieurs à la figure qui est présentée ici considèrent même qu'il y a une forte probabilité que la banquise arctique d'été, celle qui aujourd'hui fait entre 3 et 5 millions de kilomètres carrés, est complètement disparue donc, à l'échelle des 2 à 3 décennies qui viennent. Donc on est là dans une situation qui est extrêmement accélérée. Quelles sont les conséquences de la rétraction de la banquise sur à la fois les écosystèmes, mais également sur la circulation dans cette région? Eh bien, l'augmentation déjà de ce qu'on appelle l'albédo, c'est-à-dire le coefficient de réflexion de la radiation solaire qui résulte de la couleur de la surface. Quand vous avez de la glace, l'essentiel des radiations solaires sont renvoyées vers l'atmosphère. Quand vous avez de l'eau, eh bien évidemment, cette eau absorbe l'essentiel, 90%, de cette radiation solaire. Par conséquent, rétroaction positive, l'océan va se réchauffer très vite, ce qui évidemment accélère la fusion de la banquise, qui à son tour accélère le réchauffement de l'océan, etc. Cette banquise est un biotope, c'est-à-dire un lieu où vivent des communautés animales ou végétales, des algues par exemple. Elle s'appauvrit évidemment considérablement. C'est un refuge pour les animaux, que ce soit les oiseaux ou les mammifères, pensez évidemment à l'ours polaire, qui, là encore, va leur manquer, bien sûr. Pour les populations qui vivent dans ces régions, c'est une menace à la fois pour la ressource de pêche et de chasse, c'est également une menace pour la pêche industrielle. 10% de la production mondiale de pêche industrielle provient de l'océan glacial arctique. C'est un souci éventuel pour l'avenir de ces régions du point de vue des appétits concernant la possibilité d'exploiter les hydrocarbures. Les groupes pétroliers considèrent qu'un quart probablement des réserves non découvertes, c'est une particularité des pétroliers que de connaître ce que sont les réserves non découvertes, sont situées donc en Arctique, ce qui est évidemment tout à fait intéressant jusqu'à il y a quelques mois, quand le baril était un peu plus de $100, ce qu'il est un petit peu moins aujourd'hui, vu les investissements évidemment nécessaires. Par ailleurs, c'est la possibilité d'ouvrir la route maritime du Nord pendant une période beaucoup plus longue qu'aujourd'hui, jusqu'à 3 fois plus longue que ce que l'on observe aujourd'hui. Et enfin, ça s'accompagne, cette diminution de la banquise, d'une croissance du tourisme.
Croissance du tourisme qui est ici illustrée par cette courbe de fréquentation en Antarctique, vous le voyez, avec un pic d'un peu plus de 45 000 touristes, ce qui est quand même tout à fait considérable vu l'éloignement de cette région, mais qui se traduit évidemment par quelques dégâts collatéraux, diront certains, comme par exemple des bateaux qui coulent, avec des opérations de sauvetage qui sont évidemment un peu complexes, et évidemment des pollutions qui accompagnent éventuellement ces accidents. D'où la décision de réduire à moins de 500 passagers la capacité des bateaux qui, depuis 2011, croisent dans l'océan glacial antarctique. La diminution de la fréquentation après 2007-2008 est liée non pas à une prise de conscience de la fragilité de cet écosystème, mais évidemment est liée directement à la crise, ce qui a réduit les capacités financières d'un certain nombre de potentiels touristes dans cette région. Non seulement la banquise est suivie, mais également la glace qui se forme à la surface des lacs et des rivières, qui là fait l'objet d'enregistrements dans des chroniques anciennes, vous voyez ici depuis le milieu du 19e siècle jusqu'à nos jours, où l'on a noté, par exemple pour la rivière ici, la Red River, une diminution d'un mois sur cette période de la période pendant laquelle les eaux se prennent en glace. C'est-à-dire qu'au 19e siècle, eh bien, la rivière gelait vers le 1er novembre, aujourd'hui la rivière gèle vers le 1er décembre. Et pour ce qui est du dégel, eh bien, c'est de l'ordre également de quelques semaines. Il y a un siècle et demi, eh bien, les eaux dégelaient vers le 1er mai. Aujourd'hui, c'est plutôt vers le début du mois d'avril. Donc là encore, une tendance lourde qui est observée sur la plupart des secteurs qui font l'objet donc de ces études. Deuxième point, la question du permafrost. Je l'ai dit, ce permafrost qui ne s'observe pas directement, sauf lorsque l'on a, accompagnant donc cet état thermique du sol, la présence de glace. S'il y a eu de l'eau dans le sol à un moment donné, de l'eau liquide, eh bien, le fait que la température du sol au sens large du terme, soit négative, se traduit évidemment par la formation de glace. C'est ce que vous observez ici sur ces berges d'un des fleuves de la Sibérie orientale, la Kolyma. Cette partie, je le montre peut-être, cette partie ici est très lisse, qui est tout simplement de la glace un peu sale, évidemment. Alors, je le disais en introduction, le permafrost occupe une très vaste surface, surtout dans l'hémisphère nord, là où se trouve l'essentiel des terres émergées, puisque c'est un quart de cette superficie de l'hémisphère nord qui se trouve être concerné par un permafrost qui est soit continu ici en bleu foncé, soit qu'il l'est de manière un peu moins continue, un peu discontinue, un peu sporadique, comme le représentent les teintes un peu plus claires ici sur cette carte. Mais à l'échelle d'un pays comme la Suisse, par exemple, pays de montagne, en tout cas en partie, au moins pour les Alpes, le Jura n'est pas concerné, eh bien, la superficie intéressée par la présence du permafrost est quand même de 5% du territoire suisse, qui est évidemment tout à fait remarquable, et très supérieure, au moins 2 fois supérieure à la superficie occupée par les glaciers en Suisse. Vous avez ici une carte qui vous représente donc ces différentes occurrences du permafrost dans ces Alpes suisses. Non seulement le permafrost peut être cartographié en superficie, mais évidemment, il faut aussi pénétrer en profondeur pour savoir ce qu'il en est, ce qui est un peu plus compliqué, vous le comprendrez évidemment. Et je vous montre ici donc une vue classique du Cervin, avec une modélisation de la température à l'intérieur du Cervin, réalisée par nos collègues de Zurich. Vous avez ici une coupe nord-sud, qui vous montre la distribution de la température de part et d'autre de la ligne noire qui représente les 0 degrés. Et donc toutes les couches de couleur de jaune à bleu foncé qui sont au-dessus de cette ligne noire sont les températures négatives, donc jusqu'à moins 10 degrés, essentiellement donc sur le versant nord du Cervin. En revanche, vous le voyez, tout ce qui est en dessous, jusque dans les couleurs très rouges, eh bien, sont les températures positives. Donc on le constate, l'essentiel de la partie supérieure du Cervin est caractérisé par des températures négatives, mais avec des contrastes très forts entre le versant nord, qui lui évidemment n'est pas directement exposé au soleil, puisque nous sommes dans l'hémisphère nord, versant UBAC donc, et puis le versant sud, qui lui, en adresse, l'est davantage. Et vous avez également en tireté représenté ce que seront les évolutions de la température, en particulier de la position donc, de cet isotherme 0 degré, avec une période d'1 siècle, puis une période de 2 siècles, indiquée donc par la légende que vous arrivez probablement à percevoir sur l'écran. Vous le voyez, le versant sud, j'y reviendrai dans un instant, le versant sud sera entièrement privé de permafrost,
d'ici 1 voire 2 siècles, alors que le versant nord, lui, restera caractérisé par le permafrost. On est là sur le Cervin, 4400 mètres d'altitude. Évidemment, beaucoup d'autres sommets dans les Alpes ne bénéficieront pas de ce maintien du permafrost. J'y reviens dans un instant. Si l'on observe également l'évolution de la température sur les dernières décennies en profondeur, eh bien, vous avez ici toute une série de courbes. Encore une fois, je ne vais pas les commenter en détail. À gauche, des courbes qui concernent la région de l'Arctique. À droite, des courbes qui concernent toutes celles qui sont dans la partie supérieure, les Alpes, en particulier la Suisse, et puis quelques courbes concernant la Norvège. Qu'est-ce que l'on observe? Eh bien, là encore, souligné, suggéré par les traits en tireté, en particulier à gauche, figure de gauche, une élévation lente, mais nette, de la température en profondeur. Nous sommes ici entre 10 et 20 mètres de profondeur. Si l'on prend par exemple le forage à Dead Horse, qui est donc en Alaska, vous voyez qu'on est parti d'une température qui était de l'ordre de -8, -9 degrés, et aujourd'hui on a une température qui est de l'ordre de -6 degrés. Donc une lente élévation de la température. Ça reste du permafrost, la température est négative, mais évidemment elle est moins négative que quelques décennies auparavant. Ceci a des effets, bien sûr, en termes de déstabilisation. Déstabilisation des terrains, déstabilisation éventuellement des infrastructures qui s'y trouvent. D'où, évidemment, des études nombreuses, en particulier dans la région arctique, sur cette question de la dégradation du permafrost. Alors, quelques images ici pour illustrer donc, 2 cabanes qui sont un peu de guingois, comme vous le voyez. Ici, les responsables du service de la voirie de la 2e ville de l'Alaska, 30 000 habitants, mais quand même des gros soucis de temps en termes de gestion de la voirie. Donc ici, un effondrement simplement du fait de la fusion de la lentille de glace qui se trouvait donc sous la chaussée. Et puis là, donc en Yakoutie, donc en Russie, eh bien, des immeubles entiers qui se voient endommagés par, là encore une fois, les modifications du soubassement sur lequel ils sont construits. Cette dégradation du permafrost elle a également des conséquences sur les parois d'altitude. Et là, évidemment, on est, nous, dans nos Alpes, davantage concernés que par les photographies précédentes. Un exemple dans les aiguilles de Chamonix, qui vous sont probablement familières. Si l'on compare des photographies qui ont été prises il y a 1 siècle et demi avec les photographies de la situation actuelle, on peut repérer tout un ensemble de secteurs qui ont été affectés par des écroulements. Ce sont tous ceux qui sont marqués ici par les traits jaunes. Quand c'est du rouge, c'est qu'on a eu 2 fois un écroulement au même endroit. Sur la période, donc, en gros, des années 40 jusqu'à aujourd'hui, il ne se passe pratiquement rien avant les années 40, avant les années 1940. Et vous avez ici donc un graphique qui met en relation, d'une part, ces écroulements, ce sont les colonnes représentées en orange, donc avec le nombre d'écroulements indiqué donc, sur la colonne de gauche, enfin sur l'axe des ordonnées à gauche, de 5 jusqu'à une vingtaine par décennie. Et puis vous avez l'évolution de la température, mesurée également à Chamonix, en rouge. Et qu'est-ce que vous observez? Eh bien, la décennie 1940 se caractérise par un pic de température très net et, hasard bien sûr, on a 5 écroulements qui sont repérés sur les aiguilles de Chamonix. Puis, vous le voyez, la température redevient, disons, moins élevée. Les écroulements sont moins nombreux, et puis les 2 dernières décennies, par contre, la température ayant fortement augmenté, sont caractérisées par un très grand nombre d'écroulements. Donc on a une nette corrélation entre la température de l'air et le nombre d'écroulements qui se produisent, et ce qui relie ces 2 éléments-là, eh bien, c'est très largement la dégradation du permafrost dans ses parois d'altitude. Ce permafrost, il caractérise également des formations superficielles, des objets tout à fait intéressants pour nous, géomorphologues. Parfois, les gens se demandent quel est l'intérêt qu'on peut avoir pour un tas de cailloux comme celui-là. Eh bien, en réalité, ce tas de cailloux, il est composé d'un corps de glace très important qui remplit les interstices entre les blocs. Et la présence de cette glace fait qu'on a un lent déplacement de cet objet qu'on appelle glacier rocheux sur le versant. Ici, le glacier rocheux du Lorichard, dans le massif du Combéno, dans les Écrins, près de la Grave, près du col du Lautaret, qui est le glacier rocheux qui est suivi depuis le plus longtemps en France, depuis maintenant près de 4 décennies, et pour lequel donc on a des relevés ici indiqués de déplacement de surface, donc de vitesse, c'est le trait noir
entouré par le grisé qui est l'incertitude. Vous avez ici donc ce trait noir. Vous voyez que la vitesse augmente faiblement jusque dans les années 2000, puis ensuite elle est stable, et ensuite elle diminue. Et vous avez avec l'autre courbe l'évolution de la température. Eh bien, vous voyez que là encore, il y a une relation entre l'élévation de la température pendant la période qui précède donc les années 2000, puis une décroissance de cette température qui s'accompagne d'une diminution du déplacement donc, de ce glacier rocheux, déplacement qui est de l'ordre de quelques dizaines de centimètres par an. Hein. C'est un déplacement très lent, mais on a dans un nombre de cas qui est de plus en plus élevé, des parties de glaciers rocheux qui se détachent en quelque sorte du fait des modifications du permafrost à l'intérieur donc, de ces objets. Alors, qu'est-ce que l'on peut attendre comme évolution pour le permafrost dans le futur? Eh bien, vous avez ici en haut la situation actuelle en termes de température moyenne relevée donc dans la région essentiellement arctique, donc l'hémisphère nord, même s'il y a le plateau tibétain par exemple qui figure sur cette carte. Et puis un siècle plus tard, donc, les prévisions qui sont aujourd'hui proposées en termes de changement de température pour ces mêmes régions. Donc vous le voyez, on a des secteurs qui, lorsque les couleurs sont très pâles ici, ne voient leur température s'élever que de 0 à 4 degrés supplémentaires par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui. Ce qui, lorsque l'on est à une température de permafrost de moins 4 degrés, peut être quand même un problème. Mais on a des secteurs, en particulier donc toute la partie ici méridionale de la couronne du permafrost, qui, elle, va disparaître en termes de permafrost. C'est ce qui est indiqué dans la légende en marron foncé. Donc dégradation et disparition du permafrost sur des secteurs qui sont, vous le voyez, extrêmement vastes, avec une conséquence qui, là, n'est pas en termes de stabilité des infrastructures, des ouvrages d'art, etc., qui peuvent affecter ces régions, mais qui est donc l'émission d'une quantité considérable de l'un des principaux gaz à effet de serre, qui est le méthane, qui a fait l'objet d'ailleurs de quelques remarques aujourd'hui de la part du gouvernement des États-Unis en termes de volonté de maîtriser l'émission de méthane. La volonté, c'est bien, espérons que ce soit suivi par des actes, bien sûr, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, naturellement. Donc, cette émission de méthane, eh bien, c'est tout simplement le fait que le dégel des terrains qui contiennent, du fait des conditions de production de matière organique, donc de grandes quantités de méthane, qui jusqu'alors retenaient en quelque sorte prisonnier ce méthane, vont relarguer en quelque sorte dans l'atmosphère ces quantités de méthane tout à fait élevées. Je le disais tout à l'heure, ce réchauffement du permafrost peut se traduire, voire sa dégradation complète, peut se traduire par des menaces sur la stabilité d'un certain nombre d'infrastructures. C'est vrai, bien sûr, aux hautes latitudes, c'est vrai également dans les Alpes, par exemple, lorsque l'on a des installations type remontée mécanique, téléphérique ou refuge. Alors ici, l'exemple de l'aiguille du Midi, sur lequel, au laboratoire Editem, on travaille depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Si l'on fait ici une coupe, en quelque sorte, je coupe le sommet de l'aiguille du Midi, et puis je l'enlève et je regarde d'au-dessus ce que ça donne. Eh bien, vous avez ici sur l'image de gauche la situation en termes de distribution de la température en 2010. Vous voyez, la température est partout négative, y compris sur la face sud, qui est la partie inférieure de la section. On a des températures qui sont de l'ordre de moins 1 degré, et puis on va vers des températures qui sont à moins 6 degrés du côté du nord, ce qui est évidemment attendu. Et puis vous voyez la modélisation de la température dans le même secteur de l'aiguille du Midi, mais dans un siècle. Mais vous voyez que toute la partie exposée au sud sera à température positive, ce qui évidemment peut se traduire par une instabilisation de l'aiguille du Midi, du fait de la disparition du ciment de glace qui se trouve dans les fractures et de la possibilité de circulation d'eau dans ces fractures qui évidemment pourront exercer à ce moment-là des pressions hydrostatiques fortes sur des parois qui sont très largement fracturées. Ceux d'entre vous qui connaissent l'aiguille du Midi s'en sont probablement rendus compte, l'image d'ailleurs le suggère. Troisième volet de cette présentation de la cryosphère, les glaciers. Les glaciers et leur relation avec le climat. Donc là, je vais être un petit peu plus long parce que c'est l'occasion de montrer des images. C'est difficile de montrer des images du permafrost, je vous ai dit, on ne le voit pas. Par contre, les glaciers, on peut se lâcher là. Donc vous avez ici une photographie du glacier des Bossons en 1862. Ceux d'entre vous qui fréquentent un peu la vallée de Chamonix se sont rendus compte qu'il y a eu quelques changements depuis. Un exemple de glacier soumis à ces changements, le glacier de la Pilate, dans le massif des Écrins, dans la partie sud de la vallée du Vénéon.
Ici, deux photographies qui vous montrent l'état du glacier en 1884, à un moment où il a déjà commencé à reculer depuis une trentaine d'années, et puis la situation en 2002. Vous le constatez, la langue qui occupait la vallée a complètement disparu en 2002. 10 ans plus tard, la situation ne s'est pas arrangée naturellement. Le recul du front, un peu plus d'1,7 km sur la période ici, fin du petit âge glaciaire, 1860 jusqu'à, disons, aujourd'hui, pour aller vite. Donc c'est tout à fait considérable. Et ce recul du front, eh bien, il s'accompagne évidemment d'une diminution de la superficie de l'englacement. Vous avez ici, sur la carte de droite, une représentation de ce qu'était l'extension du glacier à la fin du petit âge glaciaire, en bleu foncé, et englobant toutes les autres couleurs. Et puis en bleu très pâle, eh bien, c'est au contraire l'extension actuelle, plus exactement celle d'il y a maintenant 5 ans. Et vous voyez que le glacier a perdu tout simplement la moitié de sa superficie pendant cette période, ce qui n'est pas quelque chose d'exceptionnel dans les Alpes ou ailleurs dans le monde. Autre exemple qui vous est probablement familier parce que la gravure de gauche est assez fréquemment reproduite, eh bien c'est là encore le recul du glacier d'Argentière qui formait donc un paysage tout à fait remarquable en 1860. Et aujourd'hui, eh bien, il faut le chercher, effectivement, le glacier dans le paysage. Et d'ailleurs, on ne le voit pratiquement plus aujourd'hui. Vous avez une courbe également qui vous montre ce qu'a été le recul du front pendant cette même période, un peu plus d'1 kilomètre, avec des variations, des réavancées, mais une tendance générale, donc sur cette période d'1,5 siècle au recul. Retournons dans les écrins, un beaucoup plus petit glacier que celui de la Pilate, sur le versant sud de la Meije, le glacier des Étançons. Eh bien, vous avez ici deux photographies qui vous montrent encore non seulement le retrait, mais presque la disparition de ce glacier des Étançons, au-dessus du refuge du Châtellerault. Et puis, si l'on va dans les Pyrénées, parce qu'il y a des glaciers ailleurs que dans les Alpes, évidemment, eh bien, vous voyez un des beaux glaciers des Pyrénées françaises qui, aujourd'hui, est réduit, encore une fois, à très peu de choses sur cette photographie qui a été publiée dans un livre qui a été récemment édité par l'association Morène. Je vous invite, si vous êtes fanat de photos de glaciers avant-après et si vous aimez les Pyrénées, à vous y reporter. Alors ailleurs que dans les montagnes européennes, par exemple sur le Kilimandjaro, pour donner un peu d'exotisme à ce propos, eh bien, on a des glaciers de petite dimension qui, là encore, ont beaucoup perdu. Vous avez en bleu foncé l'extension actuelle des glaciers, plus exactement en 2003, vous voyez que les données ne sont pas tout à fait récentes. Et puis en bleu ciel, eh bien, ce qu'était l'extension un siècle plus tôt, et vous voyez là encore une réduction tout à fait considérable de cette extension glaciaire sur le mont Kilimandjaro. Si l'on fait le bilan sur un massif comme le massif des Écrins, qui a fait l'objet, comme d'autres massifs des Alpes françaises, d'une thèse dans notre labo par Marie Gardan très récemment, eh bien, vous constatez qu'en bleu foncé, là encore, l'extension du petit âge glaciaire était bien marquée il y a 1,5 siècle et qu'aujourd'hui, eh bien, si la plupart des glaciers sont encore présents, beaucoup sont aujourd'hui réduits à une faible dimension. Et en effet, le total de l'englacement dans les écrins est passé de 171 km² à 69 km². Pour l'ensemble de la France, ce sont aujourd'hui 270 km² de glaciers, soit à peu près la moitié de ce que l'on observait pendant le petit âge glaciaire, donc en 1860. Ce retrait glaciaire, eh bien, il est bien mesuré dans certaines régions du monde, en particulier en Suisse depuis longtemps. Vous le voyez ici, chaque point correspond à une mesure annuelle. Pour 5 glaciers de taille très différente, un très petit glacier, le glacier de Soultz, ici, qui fait 1/3 de kilomètre-carré, 1/3 de kilomètre de longueur, pardon. Et puis le glacier d'Aletsch, qui est le très grand glacier en rouge ici, qui fait 23 km de longueur, au moment en tout cas où cette courbe est publiée, et qui est le plus grand glacier des Alpes européennes. Eh bien, à l'exception du très petit glacier qui se trouve être protégé en particulier par l'effet d'ombrage des parois, vous voyez que tous les glaciers ont plus ou moins, et parfois beaucoup, perdu en longueur pendant toute cette période post-petit âge glaciaire, jusqu'à plus de 2,5 km pour le glacier d'Aletsch. Alors, il lui en reste beaucoup, mais il en a quand même perdu énormément. Cette rétraction glaciaire, elle peut être mesurée également avec ce que l'on appelle les bilans de masse. De quoi s'agit-il ? Eh bien, le bilan de masse est tout simplement
mesurer ce qui est apporté par les précipitations, en particulier neigeuses, sur un glacier pendant une année, et mesurer ce qui disparaît du fait de l'ablation pendant cette même année, la glace fondant, la neige fondant éventuellement pendant une partie de l'année, en particulier pendant l'été. Et donc si on a davantage d'accumulation de neige ramenée à son poids en eau, qu'il n'a disparu de glace ramenée également à son poids en eau, eh bien on dira que le bilan est positif. Le glacier donc a gagné de la masse, bilan de masse positif, et évidemment il sera négatif quand c'est la situation inverse. Alors vous avez ici sur le glacier de Saint-Sorlin, qui est l'un des quelques glaciers français, quelques rares glaciers français qui est bien suivi en termes de bilan de masse. Ce sont des travaux qui sont longs, qui sont conduits par nos collègues du LGGE à Grenoble. Car il faut aller sur le glacier, mettre en place des balises, faire des mesures d'épaisseur de la neige, etc. Donc ça prend beaucoup de temps et de l'énergie. Mais donc vous avez ici une reconstitution de l'évolution du bilan de masse sur la période 1989-2003. Alors on a quelques années où le glacier est à peu près en équilibre. Par exemple ici, 1980, je ne vais même pas lire, 96-97. Vous voyez que le secteur du front donc, est à chaque fois ici au nord. On est au pied du pic de l'étendard. Donc, bilan ici négatif pour la partie inférieure du glacier, mais bilan positif pour la partie supérieure. Donc, en gros, on a un équilibre. Certaines années, le bilan est franchement positif. Ça a été le cas en 2000-2001. Ça a été également le cas, alors pas pour le glacier de Saint-Sorlin, mais pour d'autres glaciers dans les Alpes françaises pour la période, enfin pour l'hiver 2013. Mais au contraire, certaines années, ici 2002-2003, vous vous souvenez de la canicule de l'été 2003, eh bien, le bilan a été sur tout le glacier complètement négatif. C'est-à-dire que le glacier a perdu de la masse sur toute sa superficie. Et donc, évidemment, il a perdu une grande quantité d'eau à la fin de la saison. On peut relever également ces bilans de masse sur une période plus longue. C'est ici quelques-uns des glaciers qui sont bien suivis à travers le monde, essentiellement en Europe, mais on a également pas mal de glaciers qui sont bien suivis en Amérique du Nord, par exemple. Et vous avez le glacier de Saint-Sorlin qui est représenté par la courbe verte ici. Vous le voyez dans les années qui vont jusqu'au fin des années 80, en gros, le bilan de masse est à peu près nul, c'est-à-dire qu'il y a à peu près autant de masse qui s'accumule qu'il en disparaît. Et puis, à partir de la fin des années 80, eh bien, c'est le plongeon. Plongeon qui est plus ou moins rapide selon les glaciers. Pour le glacier de Sarenne, alors là, c'est carrément la catastrophe. Aujourd'hui, il ne reste pratiquement plus rien. C'est dommage, c'est le glacier pour lequel on a le bilan de masse le plus ancien en France, depuis 1947. Mais malheureusement, il ne va pas survivre pour la décennie qui vient. Et puis, pour deux des glaciers qui sont représentés ici, vous le voyez, à partir de la fin des années 80, on a au contraire un bilan de masse qui devient positif. L'unité à gauche, donc, est ici exprimée non pas en mètres, mais en millimètres, mais donc en gros 10 mètres ou 20 mètres d'eau, d'équivalent en eau, donc apporté au glacier sur la période. Eh bien, vous le voyez, pour les deux glaciers norvégiens, jusque dans les années 2000, le bilan est devenu positif, puis il s'est stabilisé. Aujourd'hui, malheureusement pour les glaciers norvégiens également, eh bien, ils sont également en perte, mais du coup, la perte a été retardée par rapport aux glaciers des Alpes, pour prendre cet exemple-là. On peut mesurer également cette rétraction glaciaire par l'évolution de l'altitude de la surface des glaciers. Les glaciers s'abaissent. Ceux d'entre vous qui les fréquentent s'en sont rendus compte. Si vous avez l'habitude ou si vous êtes allé de temps en temps sur la mer de glace et que vous descendez les échelles de la mer de glace, vous êtes rendu compte qu'il faut rajouter des échelles régulièrement. Ou si vous descendez à la grotte de glace de la mer de glace, il faut rajouter des marches régulièrement. Ça, c'est plus facile à atteindre. Donc, c'est ce que l'on observe ici pour la période 79-2003 sur l'ensemble des glaciers français, disons, sur l'ensemble des glaciers de la vallée de Chamonix, pour aller vite, puisqu'il y a d'autres glaciers français du massif qui ne sont pas ici représentés. Et vous le voyez ici, par exemple, avec la mer de glace qui se voit bien au milieu de cette figure, on a des pertes en termes d'altitude qui sont de l'ordre de 30 à 50 mètres au front. C'est-à-dire que la surface du glacier s'est abaissée jusqu'à une cinquantaine de mètres sur cette période 79-2003. C'est ce qu'on observe également lorsque l'on a quelques points de repère, comme le refuge des Cosmiques, par exemple, en contrebas de l'aiguille du Midi. Vous voyez ici, pour différentes années, ce qu'était le niveau donc, atteint par le névé soutenu par le glacier qui se trouve en contrebas à la fin de l'été, pour éviter que ce soit des accumulations de neige qui soient ici enregistrées. Et vous voyez que même si on a des variations entre 92 et 2011, globalement, on a une tendance à l'abaissement donc, de la surface, alors que nous sommes ici à un peu plus de 3500 mètres d'altitude. En revanche, lorsqu'on est en très haute altitude, au-delà de 4000 mètres, mais alors là, dans les Alpes, il n'y a quand même pas beaucoup d'endroits où les glaciers sont au-dessus de 4000 mètres. Eh bien, on n'a pas de perte glaciaire, donc maigre consolation. Vous avez ici une photo du secteur de l'aiguille du Goûter et du Mont Blanc.
Et des études ont été conduites par nos collègues du LGGE en comparant leurs mesures actuelles de la topographie sur à la fois le secteur du dôme du Goûter et le sommet du Mont Blanc, et une carte qui avait été dressée un siècle plus tôt par Joseph Vallot. Et vous le voyez avec les couleurs, on a des changements qui se sont produits en un siècle, mais vous le voyez avec l'échelle, les changements sont de l'ordre de 5 à 15 mètres. Ce sont des changements qui, par ailleurs, sont distribués de manière un peu aléatoire. Il y a des endroits où le glacier a perdu 15 mètres, d'autres à côté où il a gagné 15. Tout simplement, c'est l'effet de la redistribution de la neige par le vent au moment où la mesure est réalisée. C'est-à-dire que si vous venez à un moment de l'année où le vent a redistribué la neige d'une certaine façon, eh bien, vous allez mesurer une accumulation de 5 mètres qui n'était pas là présente 2 mois avant. Donc, les variations qui sont ici enregistrées sont simplement du bruit, en quelque sorte. Et elle témoigne du fait qu'on n'a pas de changement de l'épaisseur de la calotte de glace au sommet, donc à la fois du secteur du Goûter et du Mont Blanc. Mais je le répète, c'est évidemment un secteur très réduit, y compris dans le massif du Mont Blanc, qui est pourtant bien doté de ce point de vue-là. Alors quand on parle glacier, on parle neige évidemment, parce que si on a beaucoup de neige, on peut s'attendre à ce que les glaciers en bénéficient. Alors, quelques mots concernant la couverture nivale. Vous avez ici, comme pour la banquise, une carte de la variation saisonnière de la couverture nivale dans l'hémisphère nord, qui est évidemment très importante en extension donc, au mois de février, avec y compris de la neige qui recouvre la banquise, comme vous le voyez ici en bleu plus clair sur l'océan. Et puis, au cœur de l'été, bien évidemment, la neige, elle se trouve simplement sur la calotte du Groenland et puis sur ce qui reste de la banquise. Ailleurs, elle a pratiquement disparu. Ça, c'est normal. Ce sont les variations saisonnières. C'est ce que l'on observe aussi dans nos régions. On est bien placé ces jours-ci pour s'en rendre compte. Mais si l'on regarde sur le long terme, et si l'on observe donc la variation de l'extension de la neige sur l'hémisphère nord, sur la période 1920 jusqu'à aujourd'hui, donc pratiquement un siècle, eh bien vous le voyez, on a en gros une relative stabilité de l'extension de la couverture nivale. Donc on est en gros avec un écart très faible à la moyenne ici 1971-2000. On est aux alentours de 37-38 millions de kilomètres carrés donc, de couverture nivale sur l'hémisphère nord. Et puis, vous le voyez, dans les années 80, les choses changent. On a une diminution donc, de cette couverture nivale en termes d'extension spatiale, avec des valeurs qui sont de l'ordre de moins 2 à moins 4 millions de kilomètres carrés. Alors, il en reste évidemment, mais quand même, c'est une tendance qui est notable et qui s'accélère. Si l'on regarde donc sur les 90 dernières années, en gros, la perte est de l'ordre de un peu moins de 1% d'extension spatiale par décennie. Si on regarde sur la période plus récente, 79 jusqu'à aujourd'hui, en gros, eh bien, vous le voyez, la perte est supérieure à 2% par décennie. On a donc une accélération, comme le traduisent les courbes évidemment, une accélération donc de cette rétraction de la couverture nivale sur le long terme avec des variations d'une année sur l'autre. Là encore, on est un peu dans le même dispositif que la tendance à la rétraction de la banquise. Pas pour les mêmes raisons. Alors au XXIe siècle, puisque nous y sommes, le retrait glaciaire qui a été mis en évidence précédemment, eh bien, il s'accélère. Alors je vais commencer par un exemple un peu paradoxal. Vous avez ici un glacier dans les Alpes du sud de Nouvelle-Zélande qui, lui, avance. Vous le voyez ici avec 3 photos successives prises du même point. Vous voyez qu'en 2008, le front est plus avancé qu'en 2006. C'est un cas exceptionnel. En gros, il y a quelques glaciers comme ça qui, par moment, se mettent à dérailler par rapport à ce qui devrait être leur comportement vis-à-vis du signal climatique, et qui avancent ou qui stagnent au lieu de reculer comme le font les autres. Alors si je reprends, disons, la norme, eh bien ici avec un glacier sur le versant italien du massif du Mont Blanc, vous le voyez, c'est une image inversée de la précédente. De 1986 à 2013, le retrait est tout à fait sensible sur ces photographies. Il peut même être très sensible d'une année sur l'autre. C'est en particulier le cas ici pour le Triftgletscher qui voyait son front arriver dans un lac proglaciaire, ce qui a fortement accéléré les choses. Ah oui, d'ailleurs, la photo aurait dû être inversée, vous m'en excuserez. Parce qu'ici, on suggérerait plutôt que le glacier a avancé en 2003 par rapport à 2002. C'est évidemment l'inverse. Regardez d'abord l'image de 2003 qui est celle de 2002 et voyez ensuite celle de gauche qui est celle de 2003. Et donc, vous le voyez, le retrait peut être très rapide parce que là, en plus de l'ablation habituelle que l'on observe sur les autres glaciers, eh bien, on a l'effet lié donc à la présence de l'eau
qui sera d'autant plus marqué que le glacier se trouve être dans un espace maritime plus vaste. Ici, un très grand glacier qui s'écoule donc sur la côte méridionale de l'Alaska, le glacier Columbia, qui s'écoule dans un fjord, tout simplement, un glacier qui fait 5 km de large, pour donner un peu une idée. Vous avez une photographie ici de 1979 qui vous montre la position du front. Et voici en rouge, représenté sur la même photo, la position en 2010, depuis il a continué à reculer. Le recul entre les deux positions, parce qu'ici c'est un peu écrasé par la perspective, c'est 20 km. Hein, donc c'est 20 km entre ici et le bout du lac du Bourget, pratiquement, de recul du glacier qui a libéré donc le fjord, qui est aujourd'hui encombré par de gros glaçons, comme vous pouvez probablement l'imaginer. Alors, ce retrait glaciaire, il affecte également les très grandes calottes glaciaires, les Inland Seas, qui caractérisent et le Groenland à gauche et l'Antarctique. Ces Inland Seas, ils ont la particularité, contrairement à la banquise bien sûr, mais également contrairement aux glaciers de montagne, y compris comme le glacier Columbia qui fait jusqu'à 600 mètres d'épaisseur, ils ont la particularité d'être très épais. Vous le voyez peut-être avec l'échelle. Ici, on a donc la topographie de ces deux espaces. On a donc des points qui sont à 3500 mètres d'altitude au cœur du Groenland, et pour ce qui concerne l'Antarctique, on dépasse les 4000 mètres d'altitude pour les points les plus élevés. L'essentiel de ces altitudes résulte de l'accumulation de glace. Vous avez ici une carte qui vous représente non plus la topographie de surface, mais l'épaisseur de la glace. Et les teintes en rouge, eh bien, c'est 4 km d'épaisseur. Les teintes en bleu ciel, c'est 1 km encore d'épaisseur. Donc vous voyez qu'on a des continents, comme le continent antarctique par exemple, qui se trouvent être recouverts au minimum de 2 km de glace en vert jusqu'à plus de 4 km de glace. Ce qui évidemment leur donne les moyens de résister un petit peu aux conditions climatiques qui sont celles que connaît notre planète aujourd'hui. Néanmoins, la fusion de ces Inland Seas s'accélère également. C'est ce que met en évidence ces quelques images concernant le Groenland. Vous avez donc 10 ans après 10 ans, 92, 2002, 2012, l'espace du Groenland qui a été affecté par la fusion. Vous voyez qu'en 1992, ce n'était que les marges méridionales en particulier du Groenland, qui voyaient une partie de la glace et de la neige fondre. Tout le reste, c'était de l'accumulation. Il faisait tellement froid que même la neige, le peu de neige qui était tombé, donc, restait pendant toute l'année. Vous voyez que 10 ans après, en 2002, c'est tout le pourtour de la calotte du Groenland qui se trouvait être affecté, et même y compris sur une belle largeur. Et puis en 2012, eh bien, non seulement donc, le 8 juillet, vous le voyez, c'était 40% de la calotte qui était affectée par la fusion, mais quelques jours plus tard, à l'occasion d'un épisode particulièrement chaud, et pour la première fois depuis plusieurs décennies que des mesures sont réalisées, et donc on peut s'attendre pour la première fois depuis plusieurs siècles, eh bien c'est pratiquement toute la calotte qui a été concernée par la fusion. Alors ça ne veut pas dire que 20 mètres de glace ont disparu en tout point du Groenland, bien entendu, cette fusion pouvait être parfois de quelques centimètres, mais c'était la première fois que cela se produisait. En Antarctique, la situation est de ce point de vue-là bien meilleure. Vous le voyez ici avec les deux périodes de bilan de masse qui sont représentées sur ces deux cartes, à l'exception de la partie occidentale de l'Inland Seas, qui est ici représentée en rouge et qui a perdu de l'ordre de la dizaine de centimètres par an en termes donc de masse de glace, eh bien, le reste de l'Antarctique est soit caractérisé par un bilan nul, vous voyez ici en blanc, en gros il n'y a pas de perte, voire même dans la période récente par un gain dans cette partie ici. C'est pas nous, la calotte a gagné quelques centimètres de masse par rapport aux années précédentes. Évidemment, ce qui est notable, c'est que si l'on a gagné dans cette partie-là, on a également perdu davantage dans la partie occidentale de l'Antarctique que dans la période précédente, ce qui, là encore, est un souci en termes de fourniture d'eau supplémentaire à l'océan mondial, mais je ne développe pas ce point. Alors, qu'est-ce que l'on peut attendre pour les glaciers à la fin du XXIe siècle ? Eh bien, d'abord, voyons un peu ce que risque d'être l'évolution de la température pour la période à venir. Ici, vous avez la reconstitution selon plusieurs scénarios de cette évolution de la température sur le XXIe siècle. Vous le voyez avec les deux courbes qui sont ici indiquées. La moyenne, elle est de soit
4 degrés pour les scénarios, disons, les moins optimistes, si on veut les qualifier, jusqu'à 1 degré pour les scénarios les plus optimistes. Donc en gros, une fourchette entre 1 et 4 degrés d'augmentation de la température sur la planète, avec des augmentations de température plus fortes aux hautes latitudes, et en particulier aux hautes latitudes de l'hémisphère nord. L'Arctique va avoir des températures qui vont s'élever 2 fois plus vite que la moyenne du globe, donc des effets très forts sur la cryosphère. Pour ce qui concerne par exemple les Alpes, je reviens sur le glacier de Saint-Sorlin, qui a fait l'objet d'une thèse au LGGE en 2005. Vous avez ici donc la modélisation de l'extension du glacier, d'une part en 2000 avec l'épaisseur de la glace. Ici, dans le mauve, on est aux alentours de 150 mètres, 160 mètres de glace. Et puis l'évolution selon un des scénarios qui a été ici pris en considération. En 2030, le glacier reste encore, conserve une certaine allure. En 2060, ce ne sont plus que des morceaux de glace en quelque sorte. Et en 2092, c'est terminé. C'est un glacier qui fait 3 km². C'est donc pas un tout petit glacier. Si l'on prend un plus grand glacier, la mer de glace, vous avez ici donc la situation en 2012 avec les épaisseurs de glace qui sont également indiquées, plusieurs centaines de mètres, ici on a jusqu'à 300 mètres d'épaisseur de glace dans la partie la plus mauve foncé. Et vous avez donc la situation en 2040, sur l'image de droite, avec une augmentation de la température de l'ordre de 0,2 degrés par décennie. Donc ici, pour les 3 décennies à venir, une augmentation de l'ordre d'un peu plus d'un demi-degré. Vous voyez que la rétraction, là encore, de la mer de glace est tout à fait considérable. Et on peut proposer un paysage dont l'évolution serait celle représentée par les 2 photographies, ici, en un siècle, une mer de glace qui se trouverait réduite, en quelque sorte, à ces 2 tributaires que sont le glacier du Géant au fond à droite et on ne le voit pas, le glacier de l'Échaud qui arriverait de la gauche. Si l'on s'intéresse non pas à un glacier en particulier, mais à l'ensemble des glaciers, eh bien, d'après une étude réalisée par nos collègues suisses, voici ce que sera l'évolution de la superficie englacée pour les différents pays alpins et l'ensemble des Alpes européennes sur le XXIe siècle, à la fin du XXIe siècle, selon la température, l'augmentation de température. Alors, prenons un exemple pour que la lecture du graphique soit plus simple. Donc ici, vous avez le pourcentage par rapport à la superficie actuelle de la partie zone d'accumulation des glaciers, donc la partie supérieure, et ici la température. Si j'applique une augmentation de température sur le XXIe siècle de 2 degrés, eh bien, vous voyez que par exemple pour la France, les glaciers seront réduits en gros à 25% de leur superficie actuelle. Pour ce qui concerne l'Allemagne, eh bien, il n'y aura plus de glaciers, mais il n'y a déjà pas grand-chose comme glacier en Allemagne. Et pour la Suisse, qui s'en tire un peu mieux, eh bien, c'est un peu plus de 45% de la superficie des glaciers qui sera conservée. Mais si on va à une augmentation de 4 degrés, comme on vient de le voir sur le scénario le plus pessimiste, eh bien, vous voyez que pour la France, ce sera moins de 10% des glaciers qui resteront présents à la surface des Alpes françaises. Pour ce qui concerne le Groenland, ici 2 modélisations, l'une à gauche avec une augmentation de 3 degrés sur le XXIe siècle, l'autre avec une augmentation de 5 degrés. Eh bien, vous voyez que là encore, les pertes, en particulier avec 5 degrés, sont tout à fait colossales. Cette évolution des glaciers, elle se traduit aussi par un changement de paysage. Je vais aller un peu plus vite là-dessus. Ce sont des glaciers qui se couvrent de débris. Vous avez ici une image à la fin du XVIIIe siècle de la mer de glace qui présente ces vagues qui semblent avoir été congelées d'un seul coup et qui expliquent le toponyme qui a été proposé par les premiers touristes qui ont visité le Montanvert, qu'on voit d'ailleurs sur l'image. Vous avez ici un peu plus tard une gravure faite par l'un des premiers glaciologues, l'Écossais Forbes, où vous voyez que la surface se couvre de moraines médianes, et vous voyez la situation aujourd'hui. Vous voyez que le glacier s'est fortement abaissé et que les moraines sont transformées en une couverture détritique continue sur la marge, qui constitue ce qu'on appelle la veine noire de la mer de glace. Si l'on prend un autre glacier sur le versant, cette fois-ci italien, du massif du Mont-Blanc, le glacier du Miage, vous voyez que lui, il est entièrement couvert de débris rocheux. Sous ces débris rocheux, on a de la glace, compris, on a beaucoup de glace. Ici, on a 200 mètres d'épaisseur de glace sous 20 cm de cailloux, 30 cm, des fois 1 mètre de cailloux. Et cette couverture, elle a été acquise assez rapidement. Vous voyez ici une reconstitution donc, sur les premières décennies après la fin du petit âge glaciaire, où progressivement la couverture détritique se met en place et où elle parvient à couvrir l'essentiel du glacier en une cinquantaine d'années.
Ceci donc en lien avec à la fois un ralentissement de l'écoulement du glacier, une ablation plus forte de la glace liée au changement de température et également davantage de matériaux qui arrivent depuis les versants. Donc on a des glaciers qui voient leur allure changer, ce qui n'est pas sans poser quelques soucis en termes de valeur touristique éventuellement, hein. En particulier, par exemple, pour la gestion d'un site comme le Montanvert au-dessus de la mer de glace. L'avantage de cette couverture de débris, si du point de vue du paysage, elle peut être un petit peu choquante pour certains, eh bien, c'est qu'elle protège les glaciers de l'ablation. Vous avez ici donc d'une part la mer de glace à gauche, d'autre part le Miage à la même échelle à droite. Vous voyez la position en jaune des fronts à la fin du petit âge glaciaire. Le recul de la mer de glace, qui a été essentiellement un glacier blanc jusqu'il y a quelques décennies, 2,5 km. Le recul du Miage, 300 mètres seulement. Donc ça permet de conserver les glaciers, mais évidemment, pour cela, encore faut-il qu'il y ait suffisamment de cailloux pour les recouvrir, ce qui n'est pas le cas pour tous les glaciers, comme vous l'avez remarqué. Alors ces glaciers qui évoluent, eh bien, ils créent des risques. Parfois, certains de ces risques glaciaires disparaissent en même temps que le glacier. Quand le glacier n'est plus là, une partie des risques qui pouvaient être attachés à sa présence peut disparaître. Dans d'autres cas, le retrait des glaciers se traduit par une augmentation des risques. Alors, je vais simplement rappeler un exemple de risque majeur, c'est celui d'une vidange intraglaciaire. J'en parle parce que d'abord, ça a été la plus grosse catastrophe dans les Alpes françaises et même européennes dans la période, disons, des 2 derniers siècles, liée à un glacier, et puis parce que le glacier de Tête-Rousse a fait l'actualité depuis 2010, et donc vous en avez probablement entendu parler à propos de la poche d'eau qui se trouve à l'intérieur de ce glacier. On pourra en reparler éventuellement plus tard. Vous avez ici une photographie des dégâts qui ont résulté de la vidange d'une poche d'eau en 1892. Vous avez ici un petit schéma qui avait été dressé à l'époque. Donc une poche d'eau qui, en quelque sorte, du fait de la pression, a fini par faire sauter le bouchon qui l'empêchait de s'écouler, et qui a produit 100 000 m3 d'eau, 100 000 m3 de glace, l'ensemble ayant entraîné 800 000 m3 de matériaux, donc une coulée d'1 million de mètres cubes qui a dévalé donc la vallée jusqu'à Saint-Gervais, entre 3150 mètres d'altitude jusque dans la plaine du Fayet, qui a ravagé les thermes de Saint-Gervais-les-Bains, ravagé la plaine du Fayet et causé le décès de 175 personnes. Donc évidemment, une très grosse catastrophe s'est produite la nuit, évidemment, bon bref. On comprend qu'aujourd'hui, à Saint-Gervais, on puisse prendre en compte l'existence d'une poche d'eau intraglaciaire, d'autant plus qu'elle ne se voit pas. Contrairement aux lacs qui, eux, se forment à la surface des glaciers ou en avant des glaciers, comme par exemple ce petit lac, tout à fait inoffensif, à la surface de la mer de glace. Ici, c'est simplement pour la beauté de la photo. Mais certains de ces lacs se forment à la surface de glaciers et prennent une importance et acquièrent un volume tout à fait considérable. Un exemple, celui du glacier du Belvédère au pied de la face est du Mont Rose, que vous voyez ici sur cette photographie, donc en Italie, en Piémont. Avec ici une photographie, la précédente était prise d'en face, prise d'au-dessus cette fois-ci du glacier, depuis les parois. Vous voyez donc un énorme lac qui s'est formé de 3 millions de mètres cubes pendant l'été 2002, avec évidemment, vous le comprenez, un risque de vidange par les côtés, qui pourrait créer des dégâts tout à fait considérables, en particulier pour le village touristique de Macugnaga, qui se trouve là où est ma flèche, qui a obligé donc les autorités de la protection civile italienne à fermer pendant tout l'été donc le village en question. Donc parfois de gros soucis potentiels. C'est ce qui s'est produit, c'est un cas un peu analogue qui s'est produit en France à peu près à la même époque, avec le glacier de Rochemelon, que vous avez ici avec une vue aérienne. Le trait jaune représente la frontière entre la France, ici la France, et l'Italie, avec Suse, ici, Val de Suse, pour ceux d'entre vous qui connaissent le coin, et Rochemelon, donc, qui se trouve juste derrière, ici. C'est une image Google, donc elle écrase un peu tout. Hein. Mais, donc vous voyez le glacier de Rochemelon, qui, pris ici depuis l'autre côté, depuis l'Italie cette fois-ci, a vu se former un lac, que vous voyez représenté ici sur cette photographie, un lac de 600 000 m3 qui menaçait là encore de se vidanger et cette fois-ci de risquer de dévaler donc par le vallon du Ribon jusque dans la Haute-Maurienne et de créer de gros dégâts, d'où mise en place d'opérations de pompage très onéreuses et très compliquées. En haute altitude, nous sommes à un peu plus de 3200 mètres d'altitude, 3100 mètres d'altitude. Parfois, ces vidanges se font de manière catastrophique. C'est le cas ici en Colombie-Britannique, dans une région inhabitée. Vous avez ici une photographie donc en 1980. Vous voyez le front du glacier Cumberland qui arrive dans un lac
un lac qui s'est formé lorsque le glacier s'est retiré après le petit âge glaciaire en laissant ses moraines en place, qui ont formé un barrage, grand lac. Et le glacier se détachant, la partie frontale du glacier se détachant, eh bien, évidemment, quand elle est tombée dans le lac, elle a créé une énorme onde sur ce lac qui a défoncé la moraine et qui, vous le voyez, a créé une énorme coulée qui s'est propagée plusieurs dizaines de kilomètres plus à l'aval, sans dégâts humains, puisque nous sommes en Colombie-Britannique, dans une partie de la Colombie-Britannique très peu peuplée. Vous voyez que les volumes ici étaient tout à fait colossaux. On a d'autres aléas, voire risques, qui sont liés donc à ces retraits glaciaires. Ce sont en particulier les avalanches de sérac. Vous avez ici une photographie du glacier à la Line, avec, vous le voyez, avec ces deux photographies, un changement tout à fait notable de sa géométrie. En 2002, le glacier est sur la pente sans avoir le front en quelque sorte stabilisé par le fait qu'il arriverait jusque dans la vallée, comme c'était le cas en 1916. D'où, en 1965, la catastrophe qui a créé 88 morts, qui a entraîné 88 morts sur le chantier du barrage de Matmark. Vous aviez le front qui était à peu près dans la même situation qu'en 2002, suspendu en quelque sorte sur cette pente très raide, qui s'est détaché, et vous voyez l'image à droite de la glace qui a créé donc, ce dépôt d'avalanche en quelque sorte, et qui a enseveli donc, une bonne partie des ouvriers du chantier pendant la nuit lorsque la catastrophe s'est produite, ce qui en Suisse a déclenché tous les travaux de recherche concernant les risques glaciaires qui se mettent en place à partir des années 60, un peu comme en France, la catastrophe de l'UCPA Val d'Isère a déclenché tous les travaux concernant donc la prévision des avalanches pour les Alpes françaises. Dernier exemple d'avalanche de sérac, cette fois-ci plus proche de chez nous, le glacier de Tacona, donc, qui s'écoule depuis le dôme du Goutet, au-dessus des Ouches et de Chamonix, avec une particularité, c'est cette barre de sérac ici que vous voyez, au-dessus d'un escarpement rocheux d'une centaine de mètres de commandement. Une barre de sérac qui se trouve être soudée au substratum rocheux du fait de la température de la glace. La glace est à température négative, on a du permafrost, donc la glace est à moins 2 degrés, et donc elle ne s'écoule pas elle ne glisse pas sur le substratum rocheux, elle se déforme simplement. Et donc régulièrement, on a des blocs de glace qui se détachent jusqu'à quelques dizaines de milliers de mètres cubes, avec un souci. Les blocs eux-mêmes n'arrivent pas, les blocs de glace n'arrivent pas jusque dans la vallée, mais ils peuvent déclencher des avalanches de neige, comme le suggère par exemple cette carte du PPR des Ouches. Vous avez ici donc le secteur justement de Tacona. Vous voyez l'emprise de l'avalanche potentielle qui peut se déclencher à un moment où il n'y a pas de bulletin d'avalanche signalant une instabilité du manteau nival. Mais si vous rajoutez 100 000 m3 de glace sur un manteau nival qui est a priori stable, eh bien évidemment, vous déclenchez, vu la pente, vous déclenchez des avalanches qui peuvent être très destructrices, d'autant plus qu'on ne les attend pas. D'où la mise en place d'un ouvrage par avalanche de très grande dimension, qui est le plus grand ouvrage par avalanche des Alpes et probablement du monde. Vous voyez ici une photographie vue du versant Aiguille Rouge, avec ici un commandement de 25 mètres pour essayer de préserver donc l'habitat qui s'est construit dans les dernières décennies dans le secteur qui est directement dans le prolongement du couloir d'avalanche des Ouches. Évidemment, il y a un siècle, il n'y avait pas la moindre maison dans ce secteur-là, comme vous l'imaginez bien. Aujourd'hui, on construit des paravalanches tout à fait considérables pour essayer de préserver ces populations, l'axe de circulation, etc. Avec un souci, je reviens sur l'image précédente, c'est que la température à la base du glacier s'élève, comme ailleurs. Aujourd'hui, on est entre moins 2 et moins 1 degré. Dans 20 ans, on sera peut-être juste à moins 0,5, avec de l'eau qui va s'écouler au contact entre la base du glacier et le rocher. Et donc, au lieu que la glace soit collée, comme votre langue se colle sur la perche du téléski quand vous le mettez pendant un jour trop froid, eh bien, au lieu que le glacier reste collé sur le substratum rocheux, eh bien, il va glisser, voire même se détacher. Et à ce moment-là, le volume qui s'en détachera sera éventuellement très supérieur à celui qui peut se détacher, disons, de manière assez régulière, tous les 9 à 10 mois, comme c'est le cas actuellement, sans qu'il y ait une fréquence absolument aussi régulière que ce que j'énonce là. Donc, un souci, évidemment, pour les années à venir. Et je termine là-dessus mon propos, avec une image un peu plus souriante que le propos que je viens de tenir. Voilà, je vous remercie.